quand nous chanterons le temps des cerises, les guerres le signal, les merles, mon cœur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête, et les amoureux du soleil au cœur quand nous chanterons le temps des cerises, sifflera bien mieux le merle, mon cœur. Pente, la station des Rapins, sans foi, sans loi et sans courbette. L'émission à Racaille du mardi 17 novembre 2020, qui sera consacrée pour sa partie artistique à une exposition au musée Camille Claudel à Nogent-sur-Seine, dont le titre et dont le contenu sont consacrés aux sculpteurs du travail. Voilà. Le sculpteur du travail, oui, c'est tout à fait ça. Et vous venez d'esgourder le temps des cerises du groupe mythique Noir Désir. Et nous allons essayer, tenter, prendre le risque de porter un regard en marge sur l'art et de dénoncer les sales coups de la politique politicienne en toc. Et comme toujours, nous sommes gâtés. Ouais, bonjour à tous, content de vous retrouver là pour une exposition qu'on a eu le temps de voir juste avant le confinement, puisqu'on avait des billets de train pour le 29 octobre, donc coup de peau pour nous, quoi. Et voilà, donc vous pourrez nous joindre sur notre mail artracaille@orange.fr ou sur le répondeur de Radio Soupente au 01 41 95 20 96. C'est bon comme un bonbon, c'est doux comme un bisou, plus grand que l'océan, brillant comme le firmament, sourire d'amour, promesse à l'espièglerie, ça chante comme un chant fleuri. Ça se demande pas, ça ne s'achète pas. Le sourire d'amour. Quand
y est, pour toi tu peux pas te tromper. Droit en plein cœur, pas celui d'à côté. Quand y est, pour toi tu peux pas te bourrer. T'es le roi du monde et pas qu'à peu près. C'est bon comme un bonbon, c'est doux comme un bisou, aussi chaud que le soleil, la huitième merveille, sourire d'amour. Sucré comme du caramel, sentiment d'être immortel, ça stoppe les armes, ça tire les larmes. Le sourire d'amour. Quand y est, pour toi tu peux pas te tromper. Droit en plein cœur, pas celui d'un côté. Quand y est, pour toi tu peux pas te bourrer. T'es le roi du monde et pas qu'à peu près. Ouais, c'est bon comme un bonbon, c'est doux comme un bisou, ça efface la galère. Tu porterais la terre entière, sourire d'amour. Ce petit glissement de frimousse, c'est la vie qui éclabousse. Et sacrilège s'il est en danger. Le peuple entier se lève, faut pas y toucher. C'est bon comme un bonbon, c'est doux comme un bisou. Ça se demande pas, ça ne s'achète pas. Le sourire d'amour. Le sourire d'un môme, Flo, une chanson dont on ne se lasse vraiment pas. Surtout que les circonstances, puisque je vais vous causer dans le poste d'une petite fille de 10 ans, Émira, qui a vécu une garde à vue de 10 heures dans un commissariat de police. Vous avez bien entendu, une fillette de 10 ans. À se demander dans quel foutu bled on vit à cette heure. Pourtant, au fronton des mairies, blablabla, blablabla. Pourtant, le droit international qui protège les enfants, blablabla, blablabla. Pourtant, la France des Lumières, blablabla, blablabla. Pourtant, l'infiniment triste souvenir des enfants, des petits Français de confession juive, déportés par l'État français dans les camps de la mort nazie pour y être gazés. Secondés dans cette action effroyable par des forces de l'ordre, gendarmes et policiers, mano à mano. Pourtant, si encore j'étais croyant, si encore, mais je n'ai que ma pauvre humanité laïque, pas celle de nos politiques en toc, seulement celle de mes cours d'instruction civique. Et je me sens pas légitime d'écrire cette souffrance, celle de cette loupiote, 10 heures de garde à vue, enlevée à ses parents, tôt le matin de ce matin-là, par des hommes en noir, cagoulés et armés de mitraillettes, qui fouillent sa petite chambre, farfouillent dans sa bibliothèque, pauvre provende étalé sur son lit, des fois qu'il s'y cache l'interdit, puis je le répète, mais je peux le faire à l'infini, amené par ces mercenaires mandatés par l'État, dans un commissariat, un de ces merveilleux lieux d'accueil pour les enfants suspectés de terrorisme. 10 ans. Avec des nounous si prévenantes et si
et un interrogatoire de 10 heures. Qu'est-ce que c'est 10 heures pour une petite fille. 10 heures interrogées par des adultes qui n'ont aucune formation pour parler le langage enfantin. Ou un langage simplement humain. Pas des grognements. Et pas de pédiatre, ni la protection des services sociaux, même pas alertés, pour aider la môme, comme c'est leur boulot. Un membre de l'UJFP, Georges Gumpel, écrit un beau témoignage sur le blog de Mediapart, relayé par celui de l'UJFP. Enfants, des amis de leurs parents l'ont caché avec ses 2 sœurs, jusqu'à la fin de la guerre. De ces justes qui n'étaient pas si nombreux, en tout cas immensément moins que les collabos et autres flics de Vichy. Maréchal Duvaunet, la France française d'aujourd'hui, semblable à celle d'hier, et de demain, la France des corbeaux, des collabos, des casquets, des matraques et des gaz lacrymaux, des manifestants amputés ou morts, du Veldiv et de Charonne, du patati et du patata. Ils peuvent faire les guignols au Panthéon pour honorer Genevois. Toutes les commémorations qu'ils utilisent pour leur propagande et qui peuvent aider à leur réélection. Reste cette petite fille de 10 ans, interrogée durant 10 heures dans un local de police. Et ces collégiens agenouillés, les mains sur la tête, devant les grilles de leur école, et la rage anti-arabo-musulmane qui remplace la haine du juif. Heureusement pour nos consciences tatanées, restent aussi les Georges Gumpel pour les pensées. Pour les pensées, P-A-N-S-E. Ouais, tout à fait. Et, sur toujours ce site de l'UJFP, justement, il y a une petite bande dessinée toute simple avec une ligne très très claire, très simple, oui, qui raconte l'histoire de cette petite fille qui n'est pas seule puisque 3 autres petits garçons aussi ont été soumis au même régime d'interpellation comme ça à 7h le matin dans leur appartement, dans leur maison HLM là. Et donc elle raconte très bien cette histoire avec tout ce que ça suppose de débordement. Enfin, et effectivement, ça fait extrêmement peur. On savait que les forces de police, il n'y a pas si longtemps, allaient dans les écoles chercher aussi des enfants sans papier. Absolument. Donc, c'est pas la première fois qu'on est confronté à ces violations du droit de l'enfance comme ça. Hein. Mais voilà, là, c'est quand même complètement hallucinant. Donc, c'est suite à, effectivement, on fait parler des enfants de CM2. Ils ont 10 ans, ils sont complètement perturbés par ce qui arrive. Et ils peuvent se poser des questions et on a très mal interprété leurs questions. Et moi, je ne comprends pas comment cette maîtresse et ce directeur, en fait, ont tout de suite parlé à l'inspecteur d'académie. On sait bien que dans l'éducation nationale, comme partout, dès qu'il y a des termes, dès qu'il y a des inspecteurs, en fait, il y a des dérives autoritaires et que personne ne va prendre des risques et que cet inspecteur, en fait, a tout de suite fait appel au procureur plutôt que d'appeler des services sociaux. L'instituteur. Non, c'est le recteur qui a fait appel au procureur. Mais ils auraient dû tout de suite plutôt discuter avec les enfants, éventuellement, parler avec les familles, et plutôt que là, il y a un traumatisme d'enfant qui sert aussi à faire peur, hein. Volontairement, je pense, à choquer pour que tout le monde ait peur. Hein. C'est comme quand on meurtrit des gilets jaunes pour éviter que d'autres aient envie de manifester. Enfin, c'est vraiment pareil. Et quand on sent en plus que ces enfants sont turcs, on peut se demander dans quel... comment est-ce que ça n'utilise pas voilà, que Erdogan et Macron sont quand même en train de se taper dessus et que c'est pas aussi une instrumentalisation de ce conflit entre Erdogan et Macron et que ces enfants sont là au milieu de tout ça. Enfin, c'est absolument glaçant. Et il y a un écrit qui est sorti, une tribune, en fait, qui s'appelle, alors je crois que c'est Guerre et terrorisme. En fait, c'est une série, c'est toute des intellectuels, ils sont assez nombreux, hein, je ne sais plus combien ils sont, peut-être entre 50 et 100, qui ont signé un texte et qui interrogent justement quel est le lien. Finalement, on ne s'interroge jamais sur le pourquoi du terrorisme.
On s'interroge jamais sur les causes. Voilà. Jamais. Et qui fait un lien, effectivement, quel est le lien entre ces interventions militaires occidentales et certains attentats? On ne pose jamais cette question, qui est pourtant la première évidence qui nous vient à l'esprit, quand il y a des attentats ici, on sait très bien que ce n'est jamais que le résultat d'une politique étrangère française et européenne, hein, de pillage des énergies, de massacres, de pays déstructurés comme l'Irak, comme la Libye, où là, des centaines de victimes civiles et des enfants et personne, et la Syrie, et ça c'est jamais interrogé. Et en fait on arrive à un tel état là on veut tellement faire peur que se poser cette question en fait c'est se faire traiter d'apologie du terrorisme. En fait c'est comme si on était soi-même, on faisait cette apologie du terrorisme. Et là je ferai encore un rapprochement avec l'attaque quand on critique la politique d'Israël, où en fait il y a une telle pression que plus personne ose critiquer ouvertement la politique d'Israël de peur de se faire traiter d'antisémite. Je trouve qu'on arrive un peu à Non mais on arrive un peu à ces mêmes extrémités, c'est-à-dire que par crainte, on va même plus se poser des questions élémentaires, quoi, de remise en cause d'un système, d'une façon de faire. C'est absolument gravissime, quoi. Oui, mais alors parce que si vous voulez les conflits que ma camarade évoque, les premières victimes sont les enfants. Quand on voit sous un tas de décombres sortir un avant-bras d'enfant avec une main, etc. C'est courant, c'est des centaines, c'est des milliers. Ce sont des milliers d'enfants qui sont massacrés par nos bombardements. Il y a même un général français qui a relevé ça en disant que voilà, avec toutes ces victimes collatérales qu'on appelle pudiquement des victimes collatérales, comme ça on n'a pas rentré dans les détails. Voilà. C'est la langue de bois. On bois. prépare, si vous voulez, les terroristes de demain, parce qu'évidemment que ces petites filles et ces petits garçons de 10 ans, je rappelle 10 ans, sans assistance des services sociaux, parce que cet instituteur ou cette directrice d'école ou ce recteur d'académie aurait dû d'abord signaler le cas aux services sociaux. Oui, c'est leur boulot. Mais même discuter simplement avec les familles. Oui, non, mais bien sûr. On peut être maladroit à 10 ans, on peut être paniqué. Mais elle n'a pas été maladroite, cette petite fille. Ça a ressenti de petite fille. Où est la maladresse là-dedans? La maladresse, elle est plutôt du côté des forces de l'ordre, du procureur, du ministère de l'Intérieur, qui chapeaute tout ça, qui excuse tout ça. Voilà. Alors, je dois dire que si j'étais un petit enfant, je me souviens bien de mon enfance. Je veux dire que s'il m'est arrivé un truc comme ça, je vais vous dire, même j'étais plus un enfant, j'étais un adolescent un peu attardé de 16-17 ans. Je revenais de Paris assez tard, le soir, etc. J'ai vu, à ce moment-là, les flics avaient des capes. J'ai vu une douzaine de flics en train de tabasser un mec qui était un peu trop alcoolisé, à une douzaine, hein, il cognait sérieusement. Il m'est sorti comme ça instinctivement, salaud, en parlant des flics, manque de peau, il y en avait un qui était pas loin de moi. Je me suis reçu aussi sec, un pain dans la gorge, quoi. J'étais à moitié asphyxié, je pouvais plus respirer. Et depuis ce temps-là, je les hais. Alors pensez les petits enfants là de 3 ans, pas de 3 ans, d'à peine 10 ans, etc., qui sont en CM2, quel avenir pour eux vis-à-vis de... Quelle pensée pour eux des forces de l'ordre. Hein. Ouais, non, mais tout ça, c'est bien sûr volontaire. Hein, mais oui, bien sûr. Et là, justement, donc, toi qui regardes 28 minutes, donc là, dans la tribune, il relève le fait que Judith Bernard, qui est une invitée régulière de 28 minutes, Renaud Dely, qui était l'animateur ce jour-là de 28 minutes, lui a posé la question pourquoi la France est-elle à nouveau visée par les attentats. Et elle a osé répondre qu'elle a mentionné justement toutes les guerres livrées par la France dans les mondes musulmans, en rappelant que Daesh était né dans le chaos social engendré par la guerre menée en Irak, par les puissances occidentales. Sous de faux prétextes. Faux prétextes en plus. Elle a affirmé que ces guerres étaient contre-productives puisqu'elles détruisaient les structures et les institutions du pays, et qu'elle avait suscité probablement des vocations terroristes. Et aussitôt, cette femme a été calomniée, menacée, accusée de complicité de crimes et d'apologie du terrorisme. Ouais. Donc voilà, on est bien effectivement dans cette envie de faire peur et de museler tout le monde. Quoi. Tout à fait, c'est comme quand nous on critique l'État d'Israël avec des arguments vraiment valables qu'on relaye de cette association qui s'appelle le JFP, qui suit tout ça de très près. Eh bien, on est traité aussi sec d'antisémite et viré d'une radio. Voilà, c'est très simple. Qu'est-ce que vous voulez faire quand vous êtes traité d'antisémite, c'est comme un gars qui est traité de pédophile alors qu'il ne l'est pas. Ça, moi, j'ai vu ça
un instituteur dans un petit village de Provence où j'habitais, un père de famille, un directeur d'école, il y avait une mère de famille un peu fondue, elle était assez réputée pour ça, qui a fait courir le bruit que c'était un pédophile, qu'il avait eu des gestes déplacés avec sa fille, et le directeur, il y a la police qui est venue, qui l'a emmené devant ses enfants, etc. Le procureur de Carpentras, quand il a vu le dossier, il a dit, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries là? Allez hop, libérez-le tout de suite, etc. Voilà, il suffit de quelqu'un qui a ce que j'appelle les balances, voilà, qui balance justement des calomnies, et puis c'est tout de suite, ça prend une ampleur colossale, surtout maintenant, voilà, avec la pédophilie qui est en première ligne, et l'antisémitisme c'est pareil, voilà, on est là-dessus, on est sur cette espèce de chemin de crête où le moindre faux pas, jugé par les autorités, vous vous cassez la gueule dans le ravin. Ouais, et sachant qu'alors là, on a cette fameuse loi sécurité globale qui est sur le point d'être étudiée, où là, on n'aura plus le droit de filmer un policier dans l'exercice de ses fonctions, et où ils auront le droit, eux, de regarder des caméras de surveillance dans les magasins, sur les parkings, dans la rue, en temps réel. Voilà, et il y a l'utilisation de drones. Donc, en fait, là, on arrive vraiment dans une société, effectivement, qui va être très, très sécuritaire, quoi. Et il faut qu'on ferme notre gueule. Hein. On n'a pas intérêt à rouspéter. Hein. Ouais. Alors, mon presse-papier à moi, c'est un article de Reporter, apparemment une réforme qui est passée vraiment très discrètement. Et en fait, le titre de l'article, c'est une réforme discrète et hop, la France est revenue à l'ancien régime. Avec un dessin du dessinateur Red. Alors Red, il travaille souvent aussi avec le journal L'Âge de Fer. Et là, on voit le roi Macron avec sa couronne, assis sur son trône, avec en fait deux bâtiments, d'un côté les finances et de l'autre l'intérieur. Alors voilà ce que raconte cet article. C'est un décret qui a été pris au cœur de l'été et qui a modifié radicalement la façon d'administrer le pays. Donc désormais, tout ce qui organise la vie sociale locale, que ce soit l'urbanisme, la biodiversité, l'éducation, est devenu le fait du ministère du maintien de l'ordre, entre guillemets, c'est-à-dire du ministère de l'Intérieur. Donc voilà. Donc c'est une discrétion complète au cœur de l'été. Le gouvernement a donc modifié cette organisation des services déconcentrés de l'État dans les départements. Ce décret du 14 août, donc, ce sont les directions départementales interministérielles qui étaient sous la responsabilité du Premier ministre depuis leur création en décembre 2019, qui deviennent des services déconcentrés de l'État relevant du ministre de l'Intérieur et qui sont placés sous l'autorité du préfet du département. Donc on ne se rend pas trop compte de ce qui se passe, mais en fait ça change complètement la façon d'administrer ce pays, parce qu'effectivement, jusqu'en 2009, donc, les ministères avaient chacun des services déconcentrés dans les régions et les départements. Donc les questions d'écologie étaient traitées par les services et des personnels qualifiés du ministère de l'écologie, les questions d'emploi et social par le ministère du Travail et des Affaires sociales. En 2009, on a regroupé ces services départementaux de ministères différents dans des directions communes, par exemple, direction départementale des territoires, la DDT, qui regroupe les missions liées au ministère des Transports, du Logement et de la Transition écologique, et donc des directions départementales interministérielles ont été créées. Donc elles dépendaient de plusieurs ministères à la fois, donc elles étaient placées sous l'autorité du Premier ministre. Et les préfets de département en assuraient la coordination sous son autorité. Mais ça restait en lien avec les ministères de tutelle, les ministres de tutelle. Voilà. Depuis donc ce qui s'est passé, cette rupture, là maintenant, évince ce Premier ministre et prévoit que ces directions départementales sont rattachées au ministère de l'Intérieur. C'est-à-dire que tous les champs de compétences de ces directions, qui organisent la vie sociale, vont être placés sous l'autorité de notre ministre de l'Intérieur et du préfet du département, mais que ça ne va plus du tout se gérer de la même manière, parce que qui dit ministre de l'Intérieur voit plutôt le côté répression, autorité. Et sachant qu'en plus, les préfets, la carrière des préfets dépend du ministre de l'Intérieur. Donc, toutes ces missions vont être, toutes les missions, donc soit sociales, écologiques, agriculture, passeront au second plan. Donc l'écologie aujourd'hui sera subordonnée au maintien de l'ordre. Donc ce qui explique, il donne comme exemple qu'après l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen, c'est pas le ministère de l'écologie qui est normalement
qui aurait dû répondre de ça, mais c'est le préfet qui a communiqué. Donc en fait, ça veut dire qu'on va d'abord passer sous toute une voie autoritaire avant de parler écologie, lien social, territoire. Donc ça va aussi renforcer tout ce pouvoir des préfets, puisque en fait leur fonction d'agent du ministère de l'Intérieur va prendre le dessus sur la fonction de représentation de l'État. Alors qu'on sait déjà que les préfets sont quand même plutôt réactionnaires. Voire l'allemand, voilà. à Donc, Paris, voilà. préfet de police. Donc, l'article dit que ce mode de gouvernement est donc une sorte de retour à l'ancien régime, parce qu'en fait, maintenant, le gouvernement n'aura plus qu'en fait 2 ministres importants, le ministre des Finances pour les questions du budget, donc il voit un lien avec l'intendant de la ferme générale d'autrefois, bien sûr, qui était chargé de relever l'impôt, et le ministre de l'Intérieur, qui compare au lieutenant général de la police sous l'ancien régime. Donc voilà, l'article est un peu plus détaillé, je ne vais pas rentrer plus dans les détails, mais cette réforme est passée complètement... bien sûr, nos médias n'en parlent pas, puisqu'ils Oui, n'ont puis pas alors, raconté ça ça. devait être voté la nuit en plein mois d'août, alors voilà, ça risque pas d'être... ouais. Donc le message est clair, la priorité n'est bien sûr ni l'écologie, ni le social, ni le territoire, mais bien la répression et la sécurité, quoi. Voilà, alors, si vous voulez, tous ces députés issus de la société civile, qui n'étaient pas issus des partis politiques, qu'on dit, et ben ça fait penser que les partis politiques, c'est pas si nul que ça, quoi, parce que eux, ce serait pas, je pense, en tout cas, à part le FN, ce serait pas risqué dans des manœuvres aussi liberticides que celle-ci. Voilà, c'est tout ce que je voulais ajouter ce que ma camarade vous a exposé, qui est d'une certaine manière très 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 important. Bien sûr. Surtout que ça aura des répercussions principalement, alors on a du mal nous à se rendre compte parce qu'on n'est pas dans cette gestion-là, mais sur tout ce qui concerne l'activité économique des multinationales dans ce contexte mondialisé où justement elles auront des facilités pour les administrations parce qu'il n'y aura pas vu que les ministères d'écologie ça ne seront pas impactés directement, il n'y aura pas on ne pourra pas regarder si ça touche la qualité de l'eau, la qualité de l'air, la terre, donc il y aura des autorisations plus faciles et nous les citoyens basiques ne seront pas forcément prévenus à temps, donc forcément moins de manifestations, enfin voilà. Mais il y avait déjà eu des lois comme ça qui encadraient les dépôts de plainte des associations concernant l'écologie et tout ça. Il y avait déjà eu des projets, enfin une loi pour encadrer tout ça, et si tu veux, on avait réduit les délais, etc., de manière à pratiquement exclure, si tu veux, exclure les initiatives de ces associations pour justement lutter contre les abus de ce genre, voilà, et bon, ça continue. Il y avait aussi la création de cette cellule Déméter, qui est une création de la gendarmerie et même, je crois, militaire, qui était à lutter contre ce qu'ils appellent l'agribashing, c'est-à-dire que tout ce qui pouvait concerner, tout ce qu'on pouvait reprocher à cette agriculture moderne, intensive, industrielle, voilà, tout ce qui pouvait attaquer ça, en fait, était répressible. Les aristocrates, on les pondra. V'là 300 ans qui nous promettent qu'on va nous accorder du pain. V'là 300 ans qui donnent des fêtes et qui entretiennent des catins. V'là 300 ans qu'on nous écrase, assez de mensonges et de phrases. On ne veut plus mourir de faim. Ah, ça ira, ça ira, ça ira. Les aristocrates à la lanterne. Ah, ça ira, ça ira, ça ira. Les aristocrates, on les pondra. Là, 300 ans qui font la guerre au son des fifres et des tambours, en nous laissant crever d'une misère. Ça ne pouvait pas durer toujours. Là, 300 ans qui prennent nos hommes, qui nous traitent comme des bêtes de somme. Ça ne pouvait pas durer toujours.
Ah, ça ira, ça ira, ça ira. Les aristocrates à la lanterne. Ah, ça ira, ça ira, ça ira. Les aristocrates, on les pendra. Le châtiment pour vous s'apprête, car le peuple leur reprend ses droits. Vous êtes bien payés nos têtes, c'en est fini, messieurs les rois. Il ne faut plus compter sur les nôtres, on va s'offrir maintenant les vôtres, car c'est nous qui faisons la loi. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates à la lanterne. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates on les pendra. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates à la lanterne. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates on les pendra. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates à la lanterne. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates on les pendra. Ah, ça ira, Edith Piaf.